Parfait. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On est content de vous accueillir pour notre midi du Sierra avec Marie-Charlotte Franco, qui est chercheure postdoctorale au Sierra pour cette année. Elle va nous présenter une conférence qui s'intitule Composer avec des centaines de fragments, la collection du missionnaire Saint-Onge et sa contribution à l'histoire des Autochtones en Amérique du Nord. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Charlotte, puis après ça, on va faire un tour de parole. Donc, vous allez pouvoir prendre la parole soit dans le chat, à l'oral, ou même sur le Facebook Live. Vous allez pouvoir écrire vos questions, puis on va les relayer à Marie-Charlotte. Voilà. Marie-Charlotte? Merci beaucoup, Laurence. Alors, attendez, je vais partager le PowerPoint. OK. Donc là, vous voyez... Attendez, qu'est-ce que vous voyez là? Non, non. Attendez, ça va pas du tout. Là, vous voyez mon PowerPoint, hein, c'est ça? Parce que... Oui, Oui, OK, on le voit. génial. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter cette présentation, donc j'aimerais beaucoup remercier Laurence, Eric et Maria du Sierra pour cette invitation à présenter mon projet postdoctoral et pour l'organisation du Midi Sierra d'aujourd'hui. Et j'aimerais aussi souligner que les terres sur lesquelles je me situe aujourd'hui font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. J'honore, respecte et reconnais ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur ces terres et ces eaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques mots sur mon parcours en tant que personne, une femme alloctone d'origine européenne et méditerranéenne. Donc, j'ai un doctorat en muséologie, médiation et patrimoine de l'UQAM, dirigé par Dominique Hardy, qui est aussi au Sierra, et soutenu plutôt cet été en juin. Ma thèse porte sur la décolonisation et l'autochtonisation du musée McCord qui se situe à Montréal-Tiohtià:ke depuis 1992 à travers une analyse en deux temps. Un premier temps sur les rapports de collaboration entre le musée McCord et les communautés autochtones dans les expositions présentées, qu'elles aient été créées par donc, le musée ou reçues d'autres institutions, qu'elles soient allochtones ou autochtones. Et dans un deuxième temps, j'ai aussi analysé l'intégration de l'art contemporain des Premières Nations dans les expositions, alors que le musée est un musée d'histoire sans qu'il ait de vocation à exposer ni à collectionner des œuvres contemporaines. Ça ne fait pas forcément partie de sa mission, et notamment l'acquisition d'œuvres contemporaines autochtones, ça ne fait pas du tout partie de sa politique d'acquisition. Il y a eu une exception pour une œuvre de Kent Monkman suite à sa résidence au musée. Donc, avant mon doctorat, j'ai aussi fait une maîtrise en muséologie à l'UQAM et mon travail dirigé a porté sur l'histoire du musée des Abénakis et sa relation avec la communauté Abénakis. J'ai également aussi une licence ou l'équivalent d'un baccalauréat à la Sorbonne, à Paris, en histoire, ce qui explique sans doute mon intérêt pour cette discipline. À côté de cela, je suis chargée de cours aussi en muséologie au premier et deuxième cycle à l'UQAM et à l'UCO. Et donc, mes champs d'expertise sont donc la muséologie autochtone, la muséologie collaborative, la décolonisation muséale, la culture matérielle autochtone et l'art contemporain autochtone, ou plus particulièrement des Premières Nations, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de l'art inuit ni de l'art des populations métisses. Alors, après cette rapide introduction, donc je vais vous présenter cette présentation qui se déroulera en 5 points. La présentation générale du projet postdoctoral pour lequel j'ai eu la bourse du Sierra. Ensuite, donc, vous présenter la collection comme point de départ de mes réflexions. L'énigme du Père Saint-Onge, donc je vais vous brosser rapidement son portrait et on va voir ensemble les zones d'ombre qui justifient aussi le fait de travailler sur cette personne-là. Ensuite, revenir un petit peu plus particulièrement sur les objets autochtones qui sont pour le moment presque muets. Je vais vous en présenter quelques-uns, vous allez voir un petit peu, puis probablement que vous aurez des intuitions ou peut-être même des connaissances à me partager et ça me ferait très plaisir. Et enfin, je finirai donc par les enjeux et les défis du projet, notamment le fait de composer
avec des centaines de fragments, que ce soit des fragments biographiques ou matériels, qui sont un vrai casse-tête pour le moment. Donc, depuis quelques semaines, je suis l'heureuse récipiendaire de la bourse postdoctorale du CIERA et donc je remercie aussi, j'en profite en fait parce que je n'avais pas eu vraiment l'occasion de le faire, le comité de sélection qui a émis donc un avis favorable pour ma proposition de recherche. Le titre général donc de ce projet est le suivant: du fragment à la collection, la contribution du missionnaire Saintonge 1842-1901 à l'histoire des autochtones en Amérique du Nord. Cette recherche s'inscrit dans l'axe 1, culture et histoire du Sierra, et consiste donc à analyser un ensemble d'artefacts archéologiques et ethnographiques amassés par le missionnaire Louis-Napoléon Payan, dit le Père Saintonge, donc né en 1842 et décédé en 1901. Donc ça fait quand même plus d'un siècle. Actuellement conservé par la Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe au Québec, cette collection de 373 objets présente plusieurs caractéristiques qui justifient de mener une recherche approfondie sur le missionnaire et aussi sur les processus de collecte employés au XIXe siècle et tous ses contacts avec les communautés qu'il a évangélisées. Ce postdoctorat est supervisé par 3 professeurs, Marie-Pierre Bousquet à l'Université de Montréal, Laurent Jérôme à l'UQAM et Frédéric Legrand à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Leurs expertises complémentaires quant aux activités missionnaires au XIXe siècle auprès des peuples d'Amérique du Nord, à la constitution de certaines collections muséales nord-américaines et à la culture matérielle, vont m'aider à réaliser ce projet postdoctoral, puisque ce sont déjà des thèmes qu'ils ont déjà développés dans des travaux qu'ils ont menés depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, dans la lignée de ma maîtrise puis de mon doctorat, je souhaite, par ce projet, mieux comprendre les réseaux de relations entre les communautés autochtones et les personnes allochtones, tout en contribuant à l'histoire de la muséologie et des collections autochtones au Québec, puisque celles-ci sont teintées forcément d'une histoire coloniale, faite justement de cas de spoliation d'objets et aussi d'échanges entre personnes allochtones et autochtones, entre personnes allochtones entre elles, et donc l'histoire de la muséologie est aussi un témoin de l'histoire des contacts et des relations qui se sont tissées au XVIIIe et XIXe siècle avec les communautés. L'objectif général est donc de comprendre en quoi les méthodes allochtones de collecte de données, dont le but était notamment de théoriser et de classer les savoirs selon vraiment une perspective issue des Lumières, ont eu un impact sur la connaissance sur les premiers peuples et leur diffusion dans les musées. Puisque, comme je vous l'ai dit, et on le verra un petit peu tout à l'heure, la manière dont cette collecte de données a été effectuée au XIXe siècle a un impact encore très important dans les musées sur la manière dont ces objets sont compris, documentés et même interprétés dans les expositions. Pour mon doctorat, j'ai vraiment travaillé sur la question des expositions et là, je voulais vraiment plus m'intéresser en fait à la phase précédente qui est en fait constitutive ensuite de l'exposition et de l'interprétation en muséologie. Plus largement, cette étude aussi permettra de réfléchir à la portée de la représentation des communautés véhiculée par des réseaux intellectuels allochtones au sein des sociétés québécoises, canadiennes et américaines, dont les répercussions sont encore très importantes et ont été soulevées dans le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada en 2015. Et là, je vous renvoie à l'appel numéro 67 de ce rapport-là, qui en fait demande aux musées, donc aux musées nationaux, mais aux musées en règle générale, s'ils sont bien au courant et ouverts, à réviser la manière dont l'histoire des populations autochtones est diffusée par les musées. Donc, 3 objectifs spécifiques orientent ce travail. Le premier, c'est de dresser un portrait exhaustif de Saintonge et de ses activités missionnaires dans l'Ouest américain. Ensuite, de comprendre les processus de collecte et de documentation mis en place par le missionnaire.
Et enfin, évaluer l'impact de sa collection et de ses recherches, aussi bien auprès du séminaire qu'au sein des réseaux anthropologiques nord-américains. Et donc ça, on va voir aussi un peu, quand je vais vous présenter le portrait rapide de Saintonge, en quoi ces activités de missionnaire et de muséologue amateur ont pu peut-être potentiellement influencer l'anthropologie nord-américaine et aussi au Québec. Alors, j'ai un calendrier de recherche en 3 phases qui est un petit peu perturbé avec la situation actuelle, puis je vais vous expliquer aussi pourquoi. La première phase relève en fait plus d'une recherche biographique sur le missionnaire, avec notamment la localisation des archives et leur consultation physique et virtuelle au Canada, aux États-Unis, au Québec. Ensuite, une deuxième phase consiste à analyser la collection et les processus de collecte. Donc, avec l'analyse de la collection du PRA, donc qui est la Société d'histoire du séminaire de Saint-Hyacinthe, c'est son acronyme, le PRA, qui est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à dire. Et aussi, donc, analyser les processus de collecte mis en place au XIXe siècle par un travail et une méthodologie notamment de comparaison avec d'autres missions et de collecte muséale, notamment par les travaux de Marie-Pierre Bousquet et Frédéric Legrand sur les missionnaires Oblats, qui ont vraiment, eux, extrêmement bien documenté les processus de collectionnement d'objets autochtones avec les communautés. Et donc la troisième phase qui est une phase de diffusion de la recherche. J'insiste aussi sur qu'une partie de cette recherche a déjà été effectuée entre 2014 et 2019. J'ai effectué un pré-terrain très rapide de 3 jours en 2014 auprès de cette collection qui m'a en fait permis de réfléchir pendant toutes ces années un petit peu. Donc j'ai amassé plusieurs documents d'archives et aussi plusieurs références bibliographiques qui vont pouvoir m'aider à démêler un petit peu cette histoire-là. La deuxième chose aussi, c'est que dans ce calendrier de recherche, il était prévu plusieurs mois de recherche à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, donc auprès de Frédéric Legrand, parce que aussi dans cette université, il y a un énorme centre d'archives, notamment sur les missions oblates, et donc avec beaucoup de renseignements sur la situation politique, géographique, missionnaire, culturelle, historique au XIXe siècle en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Alors pour le moment, vous comprendrez que c'est un petit peu à l'arrêt, étant donné que les frontières sont fermées. Mais on va essayer de quand même persévérer, puis de pouvoir aller en Belgique, ça serait vraiment génial. Donc pour aujourd'hui, je ne vais bien sûr pas vous proposer de réponses ou vous apporter des résultats de recherche concrets puisque j'en suis vraiment au tout début. Donc certains éléments que je vais vous annoncer aujourd'hui proviennent du pré-terrain effectué en janvier 2014, donc il y a presque 7 ans, ou d'autres du début de la recherche effectuée jusqu'à maintenant, donc depuis 1 mois et demi. Le but est plutôt de vous faire part de mes intuitions, de plusieurs indices de la recherche, des orientations à venir, que je vous invite d'ailleurs fortement à commenter, compléter, confirmer, complètement détruire si vous voulez, avec vos connaissances, vos expériences, vos références aussi, puisque je suis vraiment en phase d'exploration des sources, des références. Donc, tout est encore à faire puisque, vous allez le voir, c'est vraiment un terrain de recherche, une collection qui n'a encore jamais été étudiée, donc tout est à faire. Alors, lors de ma première journée de recherche à Saint-Hyacinthe, donc il y a 7 ans, la base de données, c'est la première chose que je suis allée faire. Et puis finalement, dans les 3 jours, j'ai passé presque 3 jours devant un ordinateur. La base de données de la Société du patrimoine comptait à l'époque 341 objets archéologiques et ethnographiques autochtones. Et en fait, j'ai vraiment écumé cette base de données qui a énormément d'objets, plusieurs milliers.
Et j'ai pu identifier de nouveaux objets qui n'avaient pas été en fait, identifiés comme tels, mais qui avaient été rapportés par Saintonge et qui provenaient de communautés autochtones. Donc, de 341 fiches, documentaires, la collection maintenant compte 373 fiches relatives au premier peuple, issues de la collection de Saintonge. Peut-être qu'il en reste encore et je ne les ai peut-être pas toutes localisées. Ça va être aussi un chantier à recommencer pour avoir vraiment une vision la plus exhaustive possible de cette collection. Mais toujours est-il que je l'ai presque bonifiée de plus de 30 fiches, donc c'est quand même un apport important. Donc cette collection constitue le point de départ de ma recherche puisque, comme je vous l'ai dit, elle a la particularité de n'avoir jamais été documentée, jamais étudiée et jamais exposée au grand public au XXe et XXIe siècle. D'après certains écrits, certains objets ont pu être exposés avant le décès de Saintonge, donc avant 1901, mais depuis, cette collection est presque une collection morte en fait, où ils savent, ils s'en occupent pas du tout parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire, puis ce ne sont pas du tout des spécialistes. Toutefois, la collection est disponible publiquement sur le site du séminaire. Je vous ai mis le lien du site internet. Donc, elle est accessible à tous. Ce n'est pas du tout une collection privée cachée. Au contraire, je pense que les personnes ne veulent qu'une chose, c'est que leur collection soit connue. Donc, c'est une porte d'entrée pour une recherche biographique et ethnographique plus approfondie. Cette collection paraît être le résultat d'un vaste réseau de relations et d'échanges entre missionnaires, explorateurs, collectionneurs amateurs et premiers peuples. Cet ensemble de cultures matérielles est un témoin très visible, mais non exploité, de la construction d'une mémoire et d'une identité autochtone nord-américaine, qui malheureusement a été complètement brisée en fait de la relation avec les communautés autochtones. On pourra en reparler, mais je suis sûre à peut-être 80-90% que les communautés identifiées, et encore là, l'identification, elle est très, 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 très lacunaire, ne savent pas que ces objets sont à Saint-Hyacinthe au Québec, à plus de 6000 km de chez eux. C'est notamment aussi un point intéressant d'entrée pour replacer l'apport d'individus québécois au développement de l'anthropologie en Amérique du Nord et donc de souligner aussi ce que des personnes au Québec ont fait d'un point de vue beaucoup plus global en Amérique du Nord. Parce que on parle souvent on parle souvent des mêmes, mais en fait, il y en a qui mériteraient d'être connus et d'un point de vue positif et aussi d'un point de vue négatif. Pour le moment, moi, je ne suis pas du tout partiale en disant que c'est extrêmement bien ce que cette personne a fait, mais pour autant, c'est important qu'on sache ce qui a été fait. J'aimerais aussi vous indiquer que ce n'est pas du tout la seule collection que Saintonge a léguée au séminaire, puisqu'il a aussi ramené une collection de petits objets égyptiens. À ce jour, nous ne savons pas du tout comment il se les est procurés et comment il les a ramenés. Il y a deux hypothèses. La première, c'est lors de son voyage en Europe. Et la deuxième, c'est pendant qu'il exerçait sa profession de curé dans l'État de New York plus tard dans sa vie, où là, il aurait pu être en relation avec des personnes qui étaient allées en Égypte et avaient ramené, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une période où l'amateurisme et l'attrait pour la curiosité, entre guillemets, était très, très important. Et donc, il y avait énormément de collections et de collectionneurs. Donc, c'est vraiment un homme de son temps, intéressé par tout et pour tout. Alors, l'énigme du père Saintonge. Plusieurs sources premières et secondaires donnent un aperçu donc, de sa vie, mais il y a énormément de très grands trous noirs quant à son quotidien auprès des nations autochtones de l'Ouest américain. Ses relations avec les communautés, on ne sait pas si elles étaient bonnes, si elles étaient mauvaises, combien de temps il est vraiment resté, on ne le sait pas vraiment non plus. Ses liens aussi avec le monde de l'ethnologie et de la recherche amateur et professionnelle autour de la culture matérielle, on ne sait
rien ou presque rien. Donc, c'est vraiment un travail qui va devoir être fait, et notamment donc, dans la phase 1 sur la localisation d'archives, puisque étant un homme de la religion catholique, j'imagine ou j'ose espérer qu'il a quand même laissé des traces euh, écrites, mais reste à les trouver. Donc, il est né en 1842 à Saint-Césaire au Québec. Louis-Napoléon Payan, donc son vrai nom, qui aussi donc est appelé le Père Saintonge. En anglais, on le voit souvent aussi sous la dénomination de Révérend Saintonge. Donc là encore, il faut jouer un petit peu avec les termes pour arriver à trouver de qui on parle. Et souvent, l'orthographe peut différer aussi entre l'anglais et le français. Donc là aussi, il faut jouer avec ça. Donc, il entre au collège de Saint-Hyacinthe en 1855 et en 1864, à 22 ans, il part à Vancouver, dans l'État de Washington, aux États-Unis, et est ordonnancé prêtre 2 ans plus tard. C'est donc de 1864 à environ 1870 qu'il part évangéliser les nations autochtones des États de Washington et d'Oregon, et probablement aussi le Montana et l'Idaho. Et ça encore, je n'arrive pas encore à être sûre de ces informations-là. D'après le recoupement des sources, il aurait donc croisé la route à un certain moment, plus ou moins longtemps, des nations Yakama, Klickitat, Spokane, Kittitas et Wishram, qui sont celles qui ont pu être répertoriées, mais il y en a probablement d'autres, et là encore, ça va être quelque chose à vérifier. En 1873, il est très malade, il retourne au Québec et part ensuite l'année suivante en Europe pendant quelques mois. Donc c'est là qu'il a peut-être amassé sa collection de petites amulettes égyptiennes, ou ce n'est pas du tout à ce moment-là, puis là on ne sait pas du tout. En 1875, il s'installe à Glen Falls dans l'État de New York et s'occupe de la cure pendant 18 ans. À nouveau très malade, il revient en 1897 à Saint-Hyacinthe, proche de son alma mater, donc là, l'institution scolaire qui l'a fait être ce qu'il est devenu, pardon, et il meurt 4 ans plus tard, en 1901. Donc, et de son décès, mis à part ses collections et le très peu de documents qu'il laisse, nous n'avons pas grand-chose. Il faut d'ailleurs remettre un petit peu aussi en perspective cette époque-là. L'Ouest américain est appréhendé depuis peu par les colons avec l'expédition de Lewis and Clark en 1804. Les années 60 aussi marquent le début de la ruée vers l'or, les années 1860. Donc l'Ouest américain est un véritable attrait pour beaucoup de personnes en quête de fortune, d'aventure et de curiosité. Donc c'est donc vraisemblablement en terre encore peu colonisée et peu évangélisée que Saintonge se rend. Les nations autochtones qui occupent le territoire ont cependant été rapidement mises en réserve après la guerre de 1855. Donc là, vous voyez la carte en bas à droite des réserves en fait autochtones. Donc ça, c'est une carte qui date de 1890. La carte Google Maps, en fait, c'est le tracé que j'ai pu reconstituer des expéditions qu'il a faites selon le peu de documents que j'ai. Et quand j'ai recoupé en fait ce tracé-là à une carte des communautés autochtones au 19e siècle, on voit donc qu'il a vraiment pu évangéliser certaines communautés ou être en contact avec celles-ci. Éléments qui ont été corroborés aussi avec certaines informations qu'il a laissées sur les objets de sa collection. Je vais vous le montrer dans un instant. Donc, rattaché au diocèse de Saint-Hyacinthe, il semblait déterminé à créer un musée pour le séminaire. Par ailleurs, plusieurs documents démontrent son affiliation avec le Bureau of Ethnology de Washington, qui publia plusieurs de ses manuels issus de recherches en linguistique et notamment des dictionnaires anglais chinook. Donc chinook qui est une langue autochtone
de l'Ouest américain. Les recherches aussi menées par Brigitte Ouellet, c'est la seule chercheuse qui s'est intéressée au parcours de cet homme, démontrent ses liens avec la Société de numismatique et d'archéologie de Montréal et le Château Ramsay de Montréal. Donc là, on voit aussi qu'il y a des liens entre personnes allochtones d'un point de vue muséologique. Et elle a réussi à trouver, mais ça, il faut que j'arrive à le vérifier, que Saintonge aurait aussi été un des confesseurs de Louis Riel. Information qu'il va falloir que je vérifie, mais ce qui en fait aussi encore plus un homme énigmatique, à la fois donc missionnaire séculier itinérant qui n'appartenait à aucun ordre, anthropologue aguerri qui, comme beaucoup de missionnaires aussi, faisait des dictionnaires de langue, mais inséré parmi un réseau d'anthropologues américains en travaillant avec Washington, D.C., et aussi donc muséologue amateur. En donnant au séminaire plusieurs centaines d'artefacts autochtones, on ne sait pas comment il les a ramenés. Il a aussi donc entériné son expérience missionnaire et son intérêt pour la culture matérielle des communautés autochtones d'Amérique du Nord. Donc, pour ce projet, il va s'agir de compiler ces informations et de proposer un aperçu beaucoup plus exhaustif et détaillé de son parcours, dans un contexte aussi de forte concurrence entre les églises et les activités missionnaires. Donc, il y avait vraiment un bouillonnement très important à cette époque, dont il a fait partie et probablement qu'il a aussi alimenté d'une certaine manière. Cette analyse à la fois historique, géographique, politique nous donnera un aperçu plus riche des populations rencontrées et des personnes allochtones avec qui il aurait pu être en contact, puisqu'il y a aussi des missionnaires à l'époque qui sont très importants, qui ont laissé une littérature, et peut-être que dans leurs écrits, il y a la mention d'un certain Saintonge. Donc, il va s'agir d'aller à la pêche aux informations. Ces pistes permettent donc de mieux envisager l'apport de Saintonge au développement de l'anthropologie en Amérique du Nord et plus largement aux connaissances à l'égard des communautés autochtones de l'Ouest américain parmi les réseaux intellectuels et religieux allochtones. En rentrant à la Saint-Hyacinthe à la fin de sa vie, il ramène donc avec lui une véritable collection et certains parlent même de musée dans des coupures de presse. Donc, en plus de ces... En plus de ces effets personnels utilisés lors de ces missions, il donne donc un peu moins de 400 artefacts glanés, échangés, achetés peut-être, ça et là, au détour de ses missions et ses voyages. La première chose, c'est qu'il y a une liste exhaustive de 13 objets personnels de mission qui montrent un rapport très émotionnel, voire possessif, avec ces objets. Cependant, il y en a aussi qui manquent dans les réserves et qui ont été probablement égarés ou volés pendant le démantèlement du musée du séminaire de Saint-Hyacinthe. Donc, on ne sait pas du tout où ils sont. Donc là, je vous ai mis vraiment un aperçu très, très petit de ces 13 objets personnels. Donc, vous avez le bréviaire percé d'une balle de carabine. Je cite ce qu'il a inscrit dans sa petite étiquette. La balle de carabine tirée dans ma direction et qui aurait pu me frapper sans son interposition providentielle. Donc, il y a vraiment, vous voyez par cette petite citation, un rapport presque prophétique et providentiel avec ce bréviaire qui, en fait, lui a sauvé la vie dans une mission dans les montagnes rocheuses. Vous avez aussi donc un gobelet en herbe aquatique qu'il dit très étanche. Sans aucun doute, il s'agit d'un objet confectionné par une communauté ou un individu autochtone par le savoir-faire, les matériaux et aussi les dessins sur ce petit gobelet-là. Tout comme sa miquen, donc sa cuillère, qui est faite en corne de bélier sauvage, qui est probablement aussi un objet confectionné par les communautés. Et enfin, sa bourse de mission, qui, je le cite, ne l'a pas quitté pendant ses 37 ans d'activité missionnaire. Donc, c'est vraiment aussi un rapport très possessif, très nostalgique sans doute aussi,
qui entérine sa vocation de missionnaire en donnant cet objet au séminaire de Saint-Hyacinthe. Ensuite, la collection autochtone à proprement parler peut être séparée en deux catégories. D'un côté, les objets archéologiques et de l'autre, les objets de culture matérielle. Saintonge a très sommairement documenté la plupart des objets en écrivant une courte description avec la provenance, qui a fait l'objet. Lorsque c'est indiqué, c'est la plupart du temps les Yakama. Donc, on est à peu près sûr qu'il a passé pas mal de temps avec cette nation-là. Et aussi, il indiquait parfois à quoi l'objet sert. Parfois, il y a juste une seule information et parfois, il y a les trois. Donc, ça, c'est vraiment au petit bonheur la chance ce qu'on a sur le moment. De temps à autre, il y a aussi un commentaire supplémentaire en rapport avec le contexte de l'objet ou encore avec sa rareté. Donc, vous allez le voir, en plus d'être importante numériquement, cette collection est très hétéroclite. Il n'y a pas vraiment un esprit d'avoir acquis des objets selon une thématique précise. Il y a des points de flèche, des sacs perlés, des poteries du Nouveau-Mexique, des instruments de musique. Tous ces objets, normalement, proviennent d'Amérique du Nord, sauf 9 qui viendraient d'un site archéologique aztèque du Panama. Et ça encore, c'est un petit ou un gros mystère. Donc, pour un aperçu de la collection, donc la collection archéologique, donc vous voyez, il y a des points de flèche, des perforateurs, des amulettes, un pectoral, des grattoirs, enfin beaucoup d'objets archéologiques assez, somme toute, classiques qu'on retrouve dans énormément de collections. J'attire votre attention sur l'objet plus gros au milieu, là, qui a le numéro d'accession E202895. Il l'avait décrit comme étant une amulette. Et en fait, au fil de mes recherches doctorales, aucun rapport, je tombe sur un livre qui s'appelait Birthstone, bref, qui avait le nom Birthstone dans le titre. Et en fait, ce n'est pas une amulette, ce sont ce qu'on appelle des birthstones, donc des pierres en forme d'oiseau, qui sont des objets préhistoriques. Et ce qui est intéressant, c'est que la photo de la fiche documentaire du PRA, en fait, positionne l'objet à l'envers. Et donc, on ne se rend pas compte de la forme que peut faire cet objet en forme d'oiseau. Alors que si on retourne la photographie, et ce que j'ai fait en fait pour la présentation aujourd'hui, on voit bien que c'est une forme d'oiseau. Donc, on voit là aussi que dans la documentation des objets, il y a aussi toute la tridimensionnalité des objets qui est à prendre en compte et la manière dont ils ont pu être interprétés et documentés par Saintonge ou les personnes qui s'occupent de la collection peuvent être erronées juste par le fait que l'objet n'est pas compris dans le bon sens, en fait, dans le sens dimensionnel du terme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Donc il faut vraiment retourner les photos quand on ne comprend pas. La deuxième partie, donc c'est la partie ethnologique. Vous m'excuserez de cette espèce de fouillis qui n'est pas du tout esthétique. C'est un aperçu très très limité et c'est un peu difficile que ça soit beau. Donc, vous avez par exemple des fouets de sel. Celui en haut à gauche était destiné aux enfants. Des sacs, celui que vous voyez d'après la fiche est de dimension assez importante. Vous avez une paire de mocassins, des instruments de musique. Celui en haut au milieu est une sorte de percussion avec des petites pierres à l'intérieur qu'on agite. Et donc, ça fait une espèce de percussion avec une peinture d'un bison dessus. Vous voyez aussi, notamment sur cet exemple-là, que Saintonge, il ne s'embêtait pas à coller ses étiquettes à même les objets. Donc ça, d'un point de vue muséologique, c'est pas tip-top, quoi. Mais il collait vraiment ses étiquettes sur les objets. Donc vous avez aussi des casse-têtes, arcs et flèches, l'objet où on a l'impression que c'est un panier en bas au milieu et en fait, d'après les informations, un chapeau. Alors, j'ai pas vu du tout l'objet en question. J'espère qu'il y a d'autres photos pour justement voir sa tridimensionnalité. Mais si c'est un chapeau, il a l'air quand même très 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 haut. Et j'espère qu'il y avait une manière
qui tiennent sur la tête, parce qu'autrement, on dirait quand même plus un peigne. Donc, vous avez aussi les deux poteries en bas à gauche qui sont en fait des, des objets, eux, qui viennent du Nouveau-Mexique ou du Panama. Donc ça aussi, c'est un mystère. Vous avez aussi ce qu'on appelle, ce que lui a mentionné comme étant de la monnaie wampum. Et donc là, Jonathan Lenné va m'être d'une grande aide pour arriver à démêler le vrai du faux de ces monnaies, puisque en fait, on appelait ça des monnaies puisque c'était des objets qui étaient collectionnés par les numismates, en fait, donc dans le monde francophone. Donc, ce n'était pas forcément des monnaies. D'après les indications écrites aussi dont je vous parlais tantôt, et vous avez vu certaines petites fiches, certains artefacts proviennent des territoires qu'il n'a pas parcourus. Donc, sur les 373 objets, il y a 270 objets qui ont une information sur la provenance potentielle de l'objet. Donc, j'ai fait des petits tableaux statistiques assez simples pour ensuite essayer de positionner, en fait, d'arriver à relocaliser ces objets sur une carte actuelle des États-Unis et pour essayer de m'informer sur les processus de collecte des cultures matérielles à une époque de forte sédentarisation des communautés, à laquelle s'ajoute aussi le fort attrait des collectionneurs dans le contexte qu'on appelle le contexte d'anthropologie d'urgence. Donc il y avait énormément d'échanges et d'intérêt pour les objets autochtones. Suite à cette carte créée de toutes pièces, là, j'ai pu attester pas forcément d'un problème, mais d'une curiosité supplémentaire, c'est que la plupart des objets qui sont dans cette collection ne proviennent pas des endroits, des territoires qu'il a lui-même visités et des communautés avec qui il a été en contact. Donc là, ça pose beaucoup de questions sur la manière dont il a acquis ces objets-là, comment il l'a fait. Bien sûr, il y avait aussi des échanges entre communautés autochtones. Les frontières n'étaient pas des frontières. Donc, mais je ne pense pas que ce soit la seule explication possible. Il y a probablement certains artefacts qui ont servi de monnaie d'échange ou qui étaient le signe aussi établi d'un réseau social plus large. Mais en tout cas, il s'agira de mieux comprendre l'histoire de leur acquisition pour révéler les réseaux intellectuels qui ont participé à l'élaboration d'histoires politiques et culturelles. Donc, on sait aussi qu'il en a amassé quelques-uns sur des cimetières ou des sites archéologiques, donc il les a clairement volés. Mais encore là, comme on ne sait pas comment il s'est rendu dans l'Ouest et comment il est revenu dans l'Est, est-ce qu'il a pu en glaner un peu ici et là dans ses voyages aller-retour? On ne sait pas du tout. Donc, en plus de cela, la question de la rareté dont je vous parlais tantôt, quand il indique qu'un objet est rare sur une étiquette, c'est assez problématique pour moi parce que c'est rare parce qu'il considère que c'est rare lui-même, parce qu'il n'en a jamais vu avant. Est-ce que c'est rare parce qu'il veut faire un peu mousser sa collection et la valeur de ses objets? Ou est-ce que c'est parce qu'on lui a dit, une personne allochtone ou autochtone qui lui a remis l'objet, lui a dit que c'était rare pour justement avoir plus d'argent si l'objet était vendu ou pour attirer une forme de confiance. Enfin bref, ça pose énormément de questions et aussi des problèmes dans la recherche. Donc pour finir, parce que le temps avance quand même vite, je vais vous pointer donc certains enjeux et les défis de ce projet postdoctoral. Donc la première chose, puis ça vous l'avez bien compris, c'est que les informations sur Saintonge et qui proviennent de lui sont extrêmement lacunaires. Il reste très peu de documents écrits par sa main et dans les sources secondaires que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, il semble émaner une sorte d'aura autour du personnage qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Il est notamment décrit comme une personne, comme un colosse extrêmement grand, extrêmement fort, avec énormément de charisme.
probablement que ce charisme a joué sur ces pratiques de collectionnement, mais c'est un petit peu problématique pour moi. Donc, ces informations sur les objets, les informations que lui donne ou les informations que je vais pouvoir avoir ou les informations secondaires de coupure de presse doivent être très critiquées et toujours recontextualisées, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un missionnaire qui agit avec cet objectif-là, comme objectif d'évangéliser des communautés autochtones. Et donc, il y a un rapport de pouvoir extrêmement important qu'il ne faut jamais oublier. Certaines informations sont d'ailleurs erronées, notamment ce que je vous indiquais pour l'amulette qui finalement n'est pas une amulette. Et l'approche comparative pour l'analyse est un bon point de départ pour vérifier ces informations-là. Ensuite, malgré cela, malgré le fait que ces informations soient lacunaires, ce sont presque les seules informations dont je dispose pour débuter. Donc, il faut quand même que je base ma réflexion sur au moins ces éléments tangibles, quitte à les réfuter après à la lueur de recherches actuelles faites par des spécialistes et par les communautés autochtones que je vais réussir à relocaliser. Donc, il va s'agir vraiment d'aller chercher des informations ailleurs qu'au séminaire de Saint-Hyacinthe qui n'a presque rien. Ensuite, la collection est très importante et je sais, et ça c'est un grand enjeu, que je vais manquer de temps pour documenter les 400 objets. C'est quelque chose que j'aurais adoré faire si j'avais eu 2 ans, par exemple, mais en ayant juste 1 an de recherche, ça va être trop pour être en mesure de mener ce chantier tout seul, puisque tout est à faire. Donc, il va peut-être falloir que je me focalise sur certains objets. Ensuite, un des enjeux aussi importants est la question de la consultation éthique de la collection. Comment défricher une collection tout en adoptant une démarche respectueuse des communautés, de leurs ancêtres, des objets, alors que la provenance des objets n'est pas attestée et que cette collection n'a jamais été documentée et que probablement ces communautés ne savent même pas que cette collection existe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, mais qui est très important. Enfin aussi, un des enjeux, c'est de parvenir donc à retracer ces communautés et entrer en contact avec elles pour en fait que cette recherche aille beaucoup plus loin et puisse être fait en accord avec ces communautés. Donc, pour finir, plusieurs objectifs à long terme sont déjà repérés. La première, c'est donc de documenter toute la collection. La deuxième, c'est de retracer les communautés et entrer en contact pour restituer l'état des connaissances actuelles, savoir ce qu'il en est. Et aussi évaluer l'impact du collectionnement sur les communautés retracées. Là, je fais un lien avec mon troisième objectif spécifique qui était d'évaluer l'impact du collectionnement sur la discipline anthropologique, mais c'est aussi évaluer cet impact sur les communautés. On imagine que l'impact est négatif, mais encore là, il faut peut-être arriver à travailler là-dessus. Faire aussi les démarches pour commencer à faire une recherche collaborative avec les communautés et discuter des modalités possibles de documentation en respectant les aspects spirituels, les aspects éthiques propres à chaque nation. Et enfin, planifier les potentielles demandes de rapatriement ou des projets d'exposition collaboratifs dans le respect des coutumes et des demandes des communautés. Parce que c'est évident que le fait de savoir que ces objets sont au Québec va leur donner envie, et c'est tout à fait justifié d'avoir à nouveau ces objets-là. Mais ça, en 1 an, malheureusement, ça va être un petit peu difficile, même si on peut entamer ce processus déjà de contact entre moi et les communautés. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, puis je suis impatiente de savoir si vous avez des commentaires ou des suggestions, des intuitions qui vont pouvoir m'aiguiller là-dedans. Merci beaucoup. Et je vais arrêter. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. C'était très intéressant. Beaucoup de travail à venir. Eh boy, oui. Est-ce qu'on a des questions? Vous pouvez lever la main si vous voulez les poser directement. Oui, Paul? On ne t'entend pas. On t'entend pas.
Ah, Je voilà. dis que... Voilà, excusez. Tu as de quoi faire 2-3 doctorats là, avec ça, Bah j'imagine. oui. Là. Donc, c'est bien, tu as ta job. Mais du coup, justement, moi, j'allais te poser la question avant que tu t'en parles en fin de présentation. Si tu allais faire ce travail-là pour l'ensemble de la collection, ça me paraissait vraiment impossible à faire. Mais est-ce que là, du coup, tu es en mesure, avec les informations disponibles pour chaque objet, d'en choisir certains pour lesquels il serait plus facile je sais pas, par exemple, de compléter l'ensemble des informations pour cet objet-là, ou alors il y a des objets plus emblématiques sur lesquels toi, tu aimerais travailler en particulier, ou alors en contact avec les communautés, est-ce que eux, ils auraient des demandes éventuellement, tu vois, de travailler sur des objets plus que sur d'autres? Ouais, c'est une très bonne question, puis je me la pose aussi. Euh, il y a plusieurs manières, puis tu le dis aussi toi-même, de- d'apporter une réponse au choix, en fait, la sélection. J'imagine que la sélection la moins biaisée que je pourrais faire, ça serait de sélectionner certains objets dont la provenance est déjà identifiée et à ce moment-là, de vérifier quand même cette information avant d'entrer en contact avec ces communautés-là pour pas les achaler pour rien là, en plus, parce Mhm. que c'est donner un faux espoir sur quelque chose. Enfin, c'est quand même très, très difficile. Et donc, voir si les objets censés être de la nation Yakama, à ce moment-là, ça serait de travailler sur ces objets-là et de vraiment de mener une recherche plus de fond sur ces objets-là pour qu'il y ait un intérêt aussi pour les communautés. Parce que, Ouais. donc, ça serait ça, en fait. Je pense la première idée d'une sélection, ça serait ça. Après, il y a peut-être des objets plus emblématiques qui pourraient aussi être, euh, être étudiés, notamment la question du chapeau. Moi, j'attends de voir comment ça tient sur la tête, ce truc-là. Tu vois, ça m'a fait beaucoup penser à certains objets AIDA que j'avais vus. Au pour l'exposition. Voilà. C'est bon, ça me répond à ma question. Merci. On a Carole. Carole qui avait une ou deux questions pour toi. Allô Marie-Charlotte, merci beaucoup pour ta présentation. Et oui, bon courage. Moi, j'ai une ou deux questions, puis un commentaire. La première, c'est au niveau de la documentation, au niveau des fiches, des objets, est-ce que tu as accès ou est-ce qu'il est indiqué aussi la date de collecte en fait, des objets? Notamment pour essayer de voir, déterminer si justement lorsqu'il y a des objets qui viennent d'une même nation, est-ce qu'ils ont tous été collectés au même moment ou est-ce qu'ils ont été collectés à différents moments? Et là, peut-être justement avoir un indice sur le fait qu'il ait pu avoir des relations plus sur du long terme en fait avec ces mêmes nations-là. Est-ce que ça, c'est une information que tu as ou... Alors, là, tout de suite, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Il faudrait vraiment que je repasse à travers les fiches. Les fiches, je les ai. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est que je peux travailler à distance sans voir les objets parce qu'en plus, les objets parfois sont conservés de manière un peu approximative avec les moyens du bord. Donc, je ne peux pas forcément aller les voir, juste les voir, pas forcément les toucher, mais la question de juste les voir. Il ne me semble pas que sur les petites étiquettes collées sur les objets, il y ait les dates. Mais effectivement, c'est une bonne piste pour essayer de faire des liens aussi avec le tracé là, que j'ai réussi à reconstituer, de faire des liens avec ça. Ouais, c'est une très... notamment les Yakama ou Yakima, parfois ils changent l'orthographe. Ça, c'est sûr qu'il est resté plus longtemps parce qu'il a aussi monté une église. Enfin, j'ai réussi à trouver des choses récemment par rapport à ça. Donc là, c'est sûr que le contact a été plus long. Mais c'est un bon point. Et notamment, je ne vais pas repartager mon écran, mais
Notamment le Nouveau-Mexique, il y a peu de chances qu'il y soit allé. Alors pourtant, il y a beaucoup d'objets qui proviennent du Nouveau-Mexique. Donc là, ça pose... Puis le Panama, on ne sait pas d'où ça sort là. C'est plus par rapport à ces objets-là où je me pose vraiment des questions. Donc, comment il a pu les acquérir. Mais peut-être que justement, il y a eu des échanges aussi. Tu sais, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que tu comptais faire, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que tu dois faire. Mais tu sais, de replacer en fait ces pratiques de collecte dans le contexte en fait justement de pratiques de l'ethnographie et de la tu sais, de la muséographie, en fait, tu sais, dans le sens où justement une période où en plus la collecte des objets, des fois, elle se faisait, tu sais, il y avait, enfin, la sélection, elle n'a pas forcément toujours un sens, ou en tout cas le sens auquel on pourrait penser, notamment, tu sais, c'est des objets qui peuvent faire appel juste qui peuvent révéler, être des témoins, tu sais, d'une nation qu'on pensait qui allait peut-être disparaître à un moment ou à un autre. Ouais. Ou peut-être qu'il y avait même, peut-être que lui, il échangeait des objets avec d'autres personnes qui faisaient Exactement. des... Il y a sûrement du troc. Puis il y a aussi quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que peut-être que son entreprise missionnaire, là, on le voit peut-être avec un biais assez négatif, ce qui est normal, mais peut-être que les communautés aussi lui ont offert des objets qu'on leur avait donnés et qu'ils considéraient précieux pour le remercier de quelque chose. C'est possible. Est-ce que tu sais s'il en a acheté? Il n'y a rien, il n'y a aucune trace? Alors, ça, il n'y a pas de trace, mais je pense qu'il en a acheté. Puis surtout, dans l'Ouest américain, il y avait énormément à l'époque de magasins tenus par des communautés autochtones qui vendaient toutes sortes d'objets pour leur survivance, mais aussi toutes sortes d'objets. Et c'est fort possible qu'il en ait acheté dans des magasins aussi et qu'il les ait achetés parce qu'il les trouvait beaux, intéressants. Il y a aussi un aspect esthétique à ça. Hein. On n'est pas dans de la psychologie un peu, mais il n'y a pas forcément une logique très scientifique à ça. Donc, et s'il en a acheté, je ne sais pas avec quel argent, parce que j'ai quand même l'impression que ce n'était pas quelqu'un qui roulait sur l'or, par exemple. Donc, Et j'ai un tout dernier commentaire. En fait, tu sais, tu as montré une photo tu parlais d'un instrument de percussion ouais, qui ressemble comme un hochet, dans le fond. oui, Puis celui-là, tu sais, je pense que ça soit un instrument de percussion, de musique, même parfois un jouet, mais ça peut être aussi, en tout cas si je vois des contextes que je connais un petit peu, tu sais, ça peut être aussi vraiment une entité spirituelle, tu sais, telle que le tambour, en fait. Fait que... probablement. Ouais. Alors lui, il appelle ça un chichi-quoi. c'est parce que chez les Inuits, c'est Shishikun. C'est pour ça que ça m'a... Ah, bah tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis. Je vais rester en contact avec toi, Carole. Ok, merci, désolée, je laisse la parole. Non, mais c'est super intéressant. Et tu vois, là, le fait que tu dises ça, que c'est une entité spirituelle, chose qui n'a pas du tout été évoquée aussi bien dans le peu d'informations qu'il donne que par les personnes qui ont cette collection, qui sont pas Mais du ça tout, peut, comme ça peut ne pas l'être aussi. Enfin, tu vois, oui, c'est mais juste... le fait de dire que ça puisse être une entité spirituelle, ça pose aussi des questions éthiques super importantes. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Voilà. Mais je pose juste la question parce que j'ai pas la réponse. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir déjà trouver la communauté si elle n'est pas connue. Notamment s'il y a j'ai vu qu'il y avait une sorte de... C'est quoi, c'est un bison qu'il y a dessus? Ouais, un petit bison qui est... Ouais, peut-être. Ouais, bah oui. Non, mais c'est une très bonne... Merci. Merci à toi, Marie-Charlotte. Il y avait Eric maintenant qui avait une question. Oui, merci Marie-Charlotte. C'est vraiment intéressant et tu vas avoir de quoi t'occuper dans les prochaines semaines. Tu disais que tu avais toutes les fiches des objets et que les photos des objets sont disponibles sur le site de la Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe. Mais est-ce qu'ils sont constitués dans une collection qui pourrait être appelée collection Saint-Onge ou s'ils sont vraiment parmi tous les objets que peuvent avoir la Société? Alors, ils sont parmi tous les objets, mais parce que j'imagine que tu es sur le site puis tu essaies de trouver les objets, c'est ça? Non, mais je regardais là, pour ok. voir. Je pense que c'est le plus simple, c'est taper par mots-clés puis écrire amérindien. Amérindien, puis là, on trouve. Parce que je l'ai refait l'exercice il y a peu de temps, puis j'ai trouvé toutes les fiches. Donc,
OK. En tout cas, si tu mets Première Nation autochtone, tu ne trouveras pas, c'est sûr. C'est amérindien. Ou si tu écris Saintonge, je pense que c'est plus ces objets religieux, genre son crucifix, des trucs comme ça. Mhm. Ça ne va pas être ce qui intéresse. Mais en tout cas, s'il y a des choses qui t'intéressent en particulier, je pourrais essayer de retrouver. Mais le problème, c'est ça, c'est que la dernière fois que j'y suis allée, il y a quelques jours, j'ai vu qu'il y avait un problème entre la photographie puis la fiche. On a l'impression qu'il y a comme eu le confinement aussi technologique, puis l'information, c'est une information religieuse sur des trucs par rapport. Et donc, j'ai l'impression, bref, que il y a eu un petit bug technologique là-dedans. OK. Petite sous-question. Ouais. Est-ce que c'est dans tes projets ou avec la société, je ne sais pas comment eux peuvent organiser ça, justement de constituer la collection pour dire, bon, ben, si les gens veulent aller consulter les objets de la collection Saintonge, peuvent aller à tel endroit pour dire, voici les objets. Ah, ça serait une bonne idée. Alors là, ils sont en restructuration de tout, là, d'un point de vue religieux, les instances religieuses, je ne sais pas quoi. Mais c'est une bonne idée. Ça serait déjà beaucoup plus simple pour les communautés autochtones de s'y retrouver, parce qu'en plus, c'est une base de données qui est en français. Même si on leur donne les mots-clés en français pour qu'ils s'y retrouvent. C'est une bonne idée. Je prends ça en note, puis ça pourrait être... Après, je sais, ça demande des sous, là. Je ne sais pas à quel point ils sont... Mais ça serait beaucoup plus facile pour qu'on s'en sorte. Oui, merci. Merci. Peut-être une dernière question, Sarah? Oui, merci. Je voulais commencer par te remercier, Marie-Charlotte. C'était une merveilleuse présentation et j'ai vraiment hâte de lire tes résultats. C'est un sujet inédit, très riche. Enfin, j'ai beaucoup appris. Et j'ai une petite remarque et une grande question, mais une question que je me pose moi aussi, c'est pour ça. La petite remarque, c'est à propos du panier-chapeau. Peut-être ça ne t'aidera pas, mais au Musée de la civilisation de Québec, il y a parmi les objets, c'est une appellation qui pose problème, mais parmi les objets qu'on désigne comme métissés, il y a un célèbre porte-chapeau, porte haute forme. Et partie de ces objets qu'on désigne comme métissés, mais qui sont donc des porte-chapeaux, qui ont la forme de chapeau, mais qui sont en fait des contenants. Alors, il suffirait de le voir, puis tu remarquerais tout de suite si c'est fait pour porter un chapeau. Mais je vois l'objet dont tu parles, mais c'est quand même différent parce qu'il a une forme occidentale 18e, 19e. Mais en fait, là, avec la photo que j'ai, et puis cet objet, je ne l'ai pas vu. C'est ça, la tridimensionnalité des objets, elle est super importante, quoi, parce qu'en plus, on peut mettre centimètre, 13 cm de haut ou main. Enfin, il y a un moment donné, il faut le voir pour y croire, quoi. Après, c'est intéressant que tu parles du Musée de la civilisation, c'est parce que je suis en contact avec Marie-Paule Robitaille, qui était l'ancienne conservatrice. Et donc, je lui ai parlé de ce projet-là, puis elle est super enthousiaste. Puis, je pense qu'on va en discuter. Enfin, on en a déjà un peu discuté par courriel, mais elle va probablement du Musée de la civilisation qui est un peu moins l'Ouest, hein, c'est quand même plus les communautés de l'Est, mais c'est sûr qu'il y a, puis même Carole l'a mentionné, avec même la concordance linguistique des mots et de l'aspect formel des objets, donc c'est sûr qu'il y a des liens à faire et qu'il faut que j'aille voir dans les collections muséales. Mais pour le moment, tout ça est un peu difficile. Hein. Mais tu sais, on est tous dans la même galère. Ouais. Et ma question, mais c'est une grande question, mais je crois qu'il nous concerne un peu toutes et toutes quand on travaille sur des objets avec une provenance inconnue ou méconnue, plutôt méconnue. Qu'est-ce que tu feras des objets? Enfin, j'espère que tu trouveras des informations pour tous tes objets, mais en admettant que des objets échappent à toute forme d'identité, t'en feras quoi? C'est dans le sens, tu les intégreras à ta recherche tout de même ou tu les excluras? Moi, c'est un problème que je me pose tout le temps. Enfin, je travaille sur des objets un peu plus anciens, donc ça arrive beaucoup plus souvent qu'on n'ait pas d'identité du tout. Et du coup, il faut un peu inventer des méthodes. Et du coup, j'étais curieuse de savoir… C'est une bonne question. Je pense que je pourrais te répondre dans un an, déjà. Mais la manière dont j'ai organisé le projet pour que ça tienne en un an, c'est quand même moins me concentrer sur les objets en tant que tels et plus pour me concentrer sur Saintonge, déjà pour comprendre, parce que
pas la chose la plus concrète que j'ai, puisque la chose la plus concrète que j'ai, ce sont les objets. Donc, mais tout part de lui. Donc, je trouvais ça un peu bizarre de s'atteler à une collection sans comprendre déjà la personne qui l'a constituée. Et ensuite, de parler justement de la constitution de cette collection. Et si j'ai du temps, et parce que bon, ça fait quand même plusieurs années que ça me trotte dans la tête ce projet. Il y a même un moment donné où je me suis dit j'arrête mon doc, puis je fais ce doc sur ça, quoi. Mais bon, j'ai pas eu, je l'ai finalement pas fait. Mais donc c'est comme j'ai des cahiers où il y a écrit PRA partout, il faut que je les retrouve. Donc tu vois, j'ai des bribes d'infos dans plein d'endroits. Et c'est sûr qu'au détour de ces recherches-là, il va y avoir des informations sur des objets ou des comparaisons qui vont apparaître. Mais pour ce qui est des objets qui vont rester muets pour le moment, c'est la beauté de la chose. C'est-à-dire que c'est presque une impulsion et un financement qui est très bienvenu, et je suis très heureuse pour en fait justifier de faire un projet plus grand après. C'est-à-dire une fois que tu as commencé à le faire, après tu peux peut-être prétendre à avoir des sous pour avoir des personnes avec qui travailler, puis travailler avec les communautés, avoir des sous pour faire tout ça, quoi. Donc c'est l'impulsion nécessaire pour débuter. C'est un pré-terrain au pré-terrain qui avait été fait, quoi. Voilà, mais pour ce qui est des objets qui restent muets, je n'ai pas du tout d'idée. Puis on pourra en rediscuter si c'est quelque chose qui t'anime aussi beaucoup. Je pense qu'on va avoir des choses à se dire. Ah, ça me ferait plaisir. Ouais. Parfait, Paul. Vas-y, dernière question. Attends, on t'entend pas encore. Non. Non, c'est bon, là, c'est bon, ça marche. Je voulais juste voir avec toi si dans la littérature que tu consultes, s'il n'y avait pas des informations intéressantes que tu pourrais retrouver, tu sais, dans la littérature qui traite des échanges, même avant la période où a vécu Saintonge. Sur tous les échanges et les modalités d'échange d'objets qu'il y a pu y avoir entre les missionnaires, les coureurs de bois, tout ça. Moi, je suis en train de lire justement l'Amérique fantôme là, de Gilles Havard, et c'est super intéressant à ce niveau-là. Okay. Et comment ça se transforme aussi, tu sais. Déjà, à cette époque-là, j'imagine qu'il va déjà y avoir des modalités, tu sais, qui se sont transformées. Et puis évidemment entre les groupes, les modalités étaient très différentes. Donc c'est sûr. Après, c'est ce que je disais. Et puis tu le dis aussi. L'Ouest américain a eu la différence, c'est que c'est arrivé beaucoup plus tard, mais que c'est sûr que Saintonge était une personne lettrée et s'est aussi fortement inspiré d'une littérature, que ce soit une littérature de missionnaires ou un peu romantisée de cette époque-là, qui parlait aussi des communautés autochtones. Puis ça, je l'avais un peu traité dans ma thèse en faisant un peu le portrait de David Ross McCord, qui est presque contemporain, qui est un peu plus jeune. Mais lui aussi, c'était des personnes qui étaient cultivées, qui savaient lire, qui étaient intéressées. Et Saintonge, c'était quelqu'un qui parlait anglais, français couramment. Donc, il avait accès à une littérature extrêmement large. Donc, c'est sûr qu'il s'est aussi probablement inspiré de ce qui a été fait dans l'Est. Et des coureurs de bois comme Nicolas Perrault, ils ont écrit, tu sais. Ils ont écrit beaucoup, donc il y a peut-être des choses à aller voir dans leurs écrits à eux ou dans les interprétations qui ont déjà été faites de leurs écrits, quoi. Peut-être même plus là en premier. Là. Mais ça, c'est juste une idée comme ça. Un élément qui est intéressant parce que je vais pouvoir à Saint-Hyacinthe, chose que j'avais pas faite, mais tu vois, là, tu me donnes cette idée-là, c'est d'essayer de voir si Saintonge a légué des livres. Et voir s'il a légué une bibliothèque. Non, pas forcément qu'il a écrit, mais s'il a légué une partie de sa bibliothèque, c'est ce qu'il lisait. Et donc, dans ce qu'il lisait, il y a probablement aussi des choses qui l'ont inspiré. C'est hyper intéressant ce que tu dis.
Mais c'est sûr. Puis Marie-Paule Robitaille m'a parlé aussi de missionnaires qui avaient eu sensiblement le même parcours. Et tout ce qui est les écrits des missionnaires Oblats aussi. Il y a notamment une collection au musée McCord qui vient des missions Oblates, qui est documentée, qui a été documentée par Marie-Pierre Gadois. Et il y a forcément des points de concordance, des choses qui étaient faites de la même manière, parce que ces gens se parlaient. Hein. Ils allaient à des congrès, des séminaires, des trucs ensemble. Hein. Donc, c'est sûr qu'ils s'échangeaient à ce moment-là. Vous n'avez pas Zoom avec toi? Il n'y avait pas Zoom, non. Ouais. Encore. Sur ce, Merci. Merci à tout le monde d'avoir assisté à ce Midi du Sierra. Merci Marie-Charlotte pour ta présentation. Merci à vous. Tu viendras nous représenter les résultats peut-être l'année prochaine si ça te tente. Oui, à vous. À bientôt. Merci, bye. Merci. Bye bye.